aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Meetup de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2022. Nous enregistrons ce Meetup numéro 12 de la saison 6. Richard étant revenu de vacances, je vais tout simplement lui donner la main pour présenter l'agenda et puis vous allez voir, on va passer par les petites actualités et puis un petit sujet, un gros sujet. Et donc, mais je vais laisser Richard expliquer tout ça. J'ai plus rien à dire. Tu m'as dit qu'il y avait les actus et après le sujet, donc qu'est-ce que tu veux que je rajoute donne d'autre? plus d'infos. Oui, donc première partie donc sur les actus et puis la deuxième partie, ce sera notre invité David Rousset de Microsoft, alors tu es de Corp maintenant, si je ne m'abuse? Ouais, ça fait 7 ans. Ouais, donc Ça fait pas partie des actus alors, hein? Non, je fais pas partie des actus, moi, non. Donc il nous parlera un petit peu de web et de réalité virtuelle avec notamment WebXR pour savoir un petit peu ce que c'est que ce machin-là. Donc dans un premier temps, côté actualité, Denis, je crois que tu avais un truc sur le DevFest. Oui, j'ai juste repéré une petite news passée sur le DevFest de Lille. C'est une news qui m'intéresse puisque c'est pas loin de chez moi et probablement de certains d'entre vous aussi, qui organise un événement le 10 juin. Donc le DevFest Lille revient le 10 juin prochain au Kinépolis. Comme chaque année, de belles sessions sont prévues. Il y aura des designers versus développeurs, l'architecture hexagonale, l'architecture microservice, le GraphQL, le GitOps et les déploiements Kubernetes, le .NET MAUI. On en a parlé, on va certainement encore en reparler aussi dans DevApps. Le futur de Java avec le projet Loom notamment et plein d'autres choses. Donc on remettra le lien, mais vous allez sur devfest.gdglille.org et vous avez plus d'infos là-dessus. Ok. Ensuite, il y a Christophe qui voulait nous parler RGPD. Ouais, juste une petite info au cas où vous en douteriez, parce que je le vois encore plein de fois et puis bon, c'est à peu près de s'arrêter. La CNIL vient enfin de confirmer l'utilisation que le système anti-reboot reCAPTCHA de Google est soumis au consentement. Alors, imaginez déjà toute la merde qu'on a quand on doit dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, et que en plus le reCAPTCHA, vous devez être d'accord pour l'utiliser, sachant qu'en fait quasiment énormément de sites du gouvernement français utilisent le reCAPTCHA. Et en fait, c'est un tweet d'un gars là qui porte plainte en fait directement contre l'État. Et puis la CNIL lui a enfin répondu après 2 ans. Comme quoi les reCAPTCHA permettaient par ailleurs des opérations d'analyse de la part de Google et que donc la collecte d'informations n'aurait pas pour seule finalité la sécurité des sites. Moi, je ne l'utilise plus depuis longtemps parce que justement, on est embêté à cause du RGPD. Donc, Il n'y en a pas d'autres? Parce que c'est il y en a plein d'autres. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand tu as un handicap, tous ces trucs-là, ils sont forcément embêtants, en fait. Ah ouais. Pense aux personnes ceux qui ont le daltonisme, c'est un peu chiant, quoi. C'est vraiment chiadé, quoi. Celui de Google, c'est celui où il faut trouver les bus parmi les 9 photos. Et quand Ouais, tu c'est regardes, ça. C'est terrible. On se demande toujours si on n'est pas en train d'entraîner leur IA derrière, quoi. Non, mais moi, je me demande même pas. Hein. Ah, c'est ça. Et puis, tiens, dernière petite news, parce que la dernière fois, c'est tous les semaines maintenant, c'est la mise à jour de Visual Studio Preview 2022, qui est passée en Preview 4 ce matin, qui corrige des petits trucs, mais pas flagrants. Et voilà. Mettez à jour, il n'y a pas de problème, j'ai testé toute la journée. En termes de preview aussi, au niveau des previews, il y a une autre petite news que j'ai vue passer aussi ce matin, qui est sortie apparemment. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent le EL Spy. Il y a la version 8 qui vient de sortir. Je pensais que c'était déjà le cas, moi, mais apparemment, le EL Spy précédent, donc le 7.2, la version précédente, elle était basée sur le framework 4.7.2, donc toujours pas en .NET Core. Et ici, ils sont passés sur .NET 6. Donc, ça fait la même chose. Donc, tous les artefacts, à l'exception de la distribution autonome, sont construits en fonction de ce framework-là. Ça signifie qu'il faut avoir .NET 6 installé avant de lancer ELSpy. Ça, c'est, à mon avis, pas trop compliqué non plus. Mais toutes les fonctionnalités sont censées être inchangées et entièrement fonctionnelles dans cette nouvelle version par rapport à la 7.2.
Il y en a certains d'entre vous qui utilisent ça, ELSpy, régulièrement? Je peux parler de ma vie? Oui. ESFile, c'est le premier truc qui m'a freiné pour faire du .NET en 2001. Je vous assure, un truc de débile mental à l'époque, je sortais de VB6 et puis d'un seul coup, c'était Éric Vernier qui faisait il était évangéliste et il faisait le tour de France. Ça s'appelait, enfin, il venait dans les villes, je sais plus comment ça s'appelait. Et puis, bah, voilà, je dis: «Ouais, super, tout ça, on va pouvoir passer sur .NET, un nouveau truc qui paraît cool». Puis il dit: «Ouais, mais regardez votre code, vous pouvez le voir là, on peut décompiler votre». Puis moi, je crois que j'ai blanchi. Je dis: «Ouais, bah, attends, moi, je vois mon code, tu sais, moi, je suis de l'ancienne école, quoi». Et puis, Bah, du coup, j'ai perdu des années à cause d'une connerie comme ça. On m'a mal expliqué que, bah, attends, tu peux faire autrement et voilà. Et j'ai peut-être perdu 10 ans de code là-dessus, quoi. C'est con, hein? Ouais. Mais bon, Pourtant, c'était facile de voir le code de ton application VB6. certes, mais mais là, c'était encore plus facile, du coup. Je trouvais que Oui. c'était plus clair. Il y avait un Ouais. outil qui s'appelle Refactor qui a été racheté, là, qui était fait par Lutz Roeder, qui est maintenant chez Microsoft. Je ne sais pas s'il y est toujours d'ailleurs. Reflector. Reflector, oui. Ah ouais. Donc, Ouais, c'est la même chose, hein, je pense, mais qui est payant du coup, depuis qu'il est passé depuis qu'il est chez. passé, ouais, il est payant, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas Telerik qui a racheté ça? Je crois que c'est Telerik. Non, je crois pas. Enfin, je sais Non? pas. Bon, Enfin pas bref, grave. l'avenir est dans le web. Bien, Le présent. dernière petite chose qui va faire plaisir à Laurent. Donc, il y a eu la mise à jour de ReSharper et de Rider. Donc, je ne sais pas si tu as pu installer, toi, Laurent, les toutes dernières versions, si tu as pu regarder un petit peu ce que ça donnait. Bah ouais, moi je suis sur les ERP depuis un petit moment, Early Access Program. Et ouais, il y a les grosses news, c'est le support d'Unreal Engine pour les gens qui développent dans le gaming. Moi, la feature qui m'intéresse le plus, c'est le Remote Development, qui est une possibilité de développer c'est des choses qu'on avait regardé un peu avec GitHub Codespace que je vous avais montré. Mais là, ça va un level plus loin parce que, en fait, ce qu'on pouvait faire avec VS Code, maintenant, on peut le faire avec Rider, par exemple. C'est-à-dire avoir un client super léger, un notebook qui est pas terrible en tant que client, et avoir toute la logique qui tourne sur un serveur, où c'est assez puissant. Et donc, on peut utiliser ça avec. J'imagine qu'on va pouvoir utiliser ça plus tard avec des outils comme Gitpod, qui supportent déjà IntelliJ, par exemple. Et certainement peut-être Codespace ou des choses comme ça, quoi. Ça c'est la feature qui m'intéresse le plus. Il y a des changements dans la toolbar et dans la possibilité de la configurer. Un mode qu'ils appellent Docker Fast Mode qui permet en fait quand on développe avec une image Docker, de ne pas utiliser toute l'image et la compilation du projet dans l'image Docker, mais de la faire tourner, de faire la compilation dans le host sur votre machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le search text, qui est maintenant dans le dialogue central quand on monte les shortcuts là, que je vous avais montré, qui vous permet de chercher des classes, des symboles et des choses comme ça. Maintenant, le search text est intégré. Il y a beaucoup plus de support de refactoring dans C#, par exemple pour extraire un global using ou faire un inline, etc., quoi. Il y a quand même pas mal de choses. Un peu de progrès dans Razor et Blazor. Je n'ai pas eu encore le temps de tester, ce qui est un truc qui est assez derrière Visual Studio, je dirais. Mais voilà, en gros. Ok, bon, bah, la page publicité est fermée. Est-ce que vous aviez d'autres news Ouais. de votre côté? La fameuse feature controversée de la nouvelle version de C#, le bang bang, le double point d'exclamation qu'on retrouve en paramètre pour le nul exception, a finalement été retirée. Donc, pour les raisons dont on parle Évident. depuis un certain temps. Donc, Et pour remplacé l'instant, par un dollar dièse, point d'exclamation. non, pour l'instant, il recommande juste de garder le argument null exception, point throw if nul, etc. Le truc qu'on connaît déjà. Il recommande de rester là-dessus. Rien ne dit que ça va revenir plus tard pour l'instant. Donc voilà. Donc moi personnellement, je n'étais pas trop fan. Donc je dirais que c'est une victoire de canard. Mais après, bon, les goûts, les couleurs, tout ça.
Mais je pense qu'il y a vraiment un débat là-dessus et peut-être que ça va retravailler. Ok, personne d'autre a quelque chose à rajouter? Non? Bon, bah on va passer à la deuxième partie avec David. Donc, c'est suite à un article que tu avais posté sur ton blog, là, From Gaming to Metaverse, bon, qui était en anglais. Donc, je me suis dit, ce serait bien qu'on ait une traduction en temps réel de ce que tu as écrit et que tu nous présentes un petit peu ce que c'est que ce truc qu'est WebXR. Je vais essayer de faire l'effort parler français. S'il te plaît. Je ne garantis pas que tout sera parfait, mais je vais essayer. Parce que les Américains sont contents, c'est de parler un peu français. Bonjour la France, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Et là, ils se sont dit, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Ok, attends, avant Ah de bah faire voilà, ça- tu as tout de suite mis un slide en anglais. ouais, bah, j'ai repris ma presse, mais je vais te la traduire en temps réel. Par contre, j'ai oublié de faire un truc important. Je vais stop le sharing, parce que quand tu fais share, il faut cliquer Include Computer Sound. Voilà, ça doit être meilleur. Voilà, donc je vais vous mettre sur un petit écran séparé, puisque comme ça je vous verrai toujours, je ne serai pas inquiet. Donc oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle David, je travaille chez DevDiv, donc Developer Division, chez Microsoft. Donc on s'occupe de VS Code, Visual Studio, .NET, GitHub, et pas mal de services Azure, donc Function, Static Web App. Et moi, je m'occupe de la Developer Experience, de la création d'apps dans Teams et d'Azure Communication Services. Globalement, pas grand-chose à voir ce que je vais vous présenter, quoique à la fin, je fais des liens, quoi. Et j'ai aussi créé le moteur avec David Catu, que vous connaissez certainement aussi, si vous êtes dans la communauté Microsoft, il y a pas mal d'années. Et donc, je continue de jouer avec mon ancien bébé. Une de mes dernières contributions, c'était la VR, avec WebVR, je vous explique la différence. Et comme j'adore faire de la VR, j'ai continué à jouer avec, quoi. Donc, on va balancer le slide en plein écran. Et vous pouvez retrouver tout le contenu de cette session sur mon blog, c'est mon dernier article, comme le disait Richard. Donc, WebXR, qu'est-ce que c'est donc? Donc, le titre de ma session et mon article, parce que c'est aussi une session que j'avais faite pour une conférence européenne en anglais, c'était du jeu vidéo vers le métaverse. Donc, tout le monde parle du métaverse, ce buzzword qui est systématiquement utilisé. Et dans le cas du web, la technologie qui va être clé pour pouvoir faire des scénarios de type AR, VR, ce sera WebXR. Donc, j'ai des soucis pour passer d'un slide à l'autre là. Voilà. C'est une API web, donc ça tourne dans le navigateur, qui va vous permettre de faire à la fois donc, de la VR, de la réalité virtuelle, ou de la réalité augmentée, AR, d'où le X, parce que ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choses différentes avec. C'est un changement vis-à-vis de WebVR 1.1, donc qui était la norme précédente, qui était pas mal, qui faisait que de la VR, qui avait pas mal de défauts. Par exemple, elle utilisait la Gamepad API pour les contrôleurs VR, ce qui n'était pas forcément optimum, et plus pas mal de choses qui étaient problématiques. Donc, ils ont décidé de repartir de zéro. C'est un peu casse-pied. D'où l'avantage d'utiliser des moteurs type Babylon.js qui font l'abstraction pour vous, parce que du coup, il faut faire le travail de plomberie pour se reconnecter sur les API. Donc, cette API WebVR est dépréciée, comme on dit. Donc, l'avenir, c'est XR. C'est supporté globalement par tous les navigateurs Chromium. Donc, Chrome, le premier, Edge, Opera, Chrome Android, bien sûr, Samsung Internet. Et également l'Oculus Browser, hein, qui est sur les Oculus Quest & Co. En termes de hardware supporté, alors ça veut dire aussi dans les browsers, pas IE, quelle surprise, mais surtout pas Firefox, par exemple, qui, ces derniers temps, ils ont du mal je pense, à suivre la cadence, ils se concentrent sur les fonctionnalités les plus importantes pour eux. En termes de hardware supporté, en gros, quel que soit le casque que vous avez qui fonctionne sur SteamVR sur desktop, va fonctionner avec WebXR, donc un Oculus normal, un HTC Vive, un Valve Index, un casque Windows Mixed Reality.
Mais aussi, beaucoup de démos sont assez sympas à faire sur les Oculus Quest, puisque c'est portable, c'est assez sympa de développer dessus, c'est beaucoup moins cher que les autres. Et sur les smartphones récents Android, pour tout ce qui est AR, typiquement, moi j'utilise beaucoup celui-là qui est un vieux Samsung S8 qui marche bien, mais si vous avez un Android récent, ça va fonctionner. Et également sur ce jouet merveilleux qu'est le HoloLens 2 uniquement, fonctionne avec WebXR. Donc, Comme il se la pète l'autre avec son HoloLens. il me sert qu'à ça en fait, pour être honnête. Je le montre que juste pour me la péter. Et puis, du coup, si la techno vous intéresse, donc là, le but de cette session, c'est de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. On va commencer par les scénarios rigolos pour vous réveiller, et jusqu'aux scénarios les plus sérieux, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent déjà. Donc, c'est pour aller sur babylonjs.com, et on a une section dans notre doc dédiée à WebXR, si vous voulez commencer. Babylon.js, pour ceux qui ne connaissent pas, alors pourtant on saoule beaucoup les gens avec mon copain David sur le moteur. Donc on l'a construit en 2013, on a commencé, donc voilà, ça commence à remonter. Qui est un moteur 3D open source, gratuit, utilisant la licence Apache 2, qui construit au-dessus de WebGL 1 ou 2, en fonction du support du navigateur. WebGPU maintenant, qui est une nouvelle API qui est censée remplacer WebGL peut-être à terme. Web Audio qui va être pratique pour tout ce qui est spatialisation 3D du son, et WebXR donc pour VR AR. Beaucoup de contributions de la communauté. Il me semble que plus de la moitié maintenant du code contribué vient de la communauté. Entièrement écrit en TypeScript, ce qui propose plein d'avantages. Et donc on supporte WebXR out of the box, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est très simple de l'utiliser, même quand on n'est pas un cadre de la 3D. Dans les nouveautés qui arrivent dans Babylon.js 5, du coup, qui forcément amuse David, puisque c'est lui qui a créé le nom, puisque c'est un fan de Babylon, la série. C'est MRTK, qui veut dire Mixed Reality Toolkit, qui vient justement en fait du HoloLens. Tiens, je le remonte juste pour énerver les gens. Ils ont fait un toolkit qui à l'origine était sous Unity. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des démos HoloLens, on voit qu'il y a quand même tout un design qui est présent avec des espèces de jeux de lumière sur les contrôles et puis des contrôles qui fonctionnent bien au touch, puisqu'on a le support du hand tracking dans WebXR aussi. Donc, ils ont fait un début de portage de leur toolkit. Moi, j'avais commencé, avant d'arrêter de bosser sur Babylon, à porter une partie des contrôles, donc ils ont vachement étendu. Aujourd'hui, c'est utilisé par pas mal d'équipes chez Microsoft, donc PowerPoint, Bing, SharePoint, Teams, xCloud, le client xCloud, vous savez, pour streamer des jeux avec Xbox, il utilise Babylon.js pour la partie touch, en fait. Et il y a une équipe presque de 15 personnes, je pense, désormais, qui travaillent chez Microsoft dessus. Mais ce n'est pas Microsoft, puisque c'est un projet open source qui a été démarré par David et moi il y a longtemps. Donc, on va commencer par des trucs rigolos autour du gaming un petit peu. Et je vais vous montrer comment activer, transformer une scène existante pour qu'elle soit compatible avec la VR. Donc, je vais prendre pour ça Chrome, qui a une extension que j'ai chargée à l'intérieur, parce que peut-être vous pouvez vous dire, moi, je n'ai pas de clients, enfin de hardware VR ou AR, mais j'aimerais bien commencer peut-être à jouer un petit peu pour voir la complexité du truc, quoi. Donc là, on a une scène qui charge la scène de retour vers le futur avec la DeLorean, la mairie ici, le fameux restaurant où ils se rencontrent. Et donc, le code pour pouvoir charger la scène est ici, en fait, qui est assez simple. Donc, je lui donne l'URL vers la scène, le nom du fichier de la scène, et il la charge. On voit ici qu'on a le support de Async Await. Et une fois que la scène est disponible, qu'il a chargé en gros toute la géométrie, toutes les textures, etc., par défaut, vous pouvez vous balader clavier-souris ou gamepad, le truc classique. Mais si jamais vous activez ce qu'on appelle notre Experience Helper avec cette ligne de code, on va pouvoir avoir un début de support assez complet d'une expérience de réalité virtuelle. Ce qu'il faut lui donner, par contre, c'est ce qui est censé représenter le sol, puisque pour ceux qui ont déjà fait de la VR, vous savez que la façon de se déplacer dans la VR, c'est soit d'utiliser de thumbstick. J'en ai un contrôleur, je vais vous le montrer. Hop. Ici, donc ça, c'est le contrôleur du
Valve Index. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a un thumbstick ici, donc on bouge comme si c'était un FPS en fait, classique. Ça, il y a pas mal de gens qui sont malades. Donc c'est le motion sickness, parce que le fait que la caméra bouge et pas votre corps, ça crée un effet, ce qu'on appelle vomitif. Donc il faut faire attention en fonction des gens. Mais souvent, ce qu'on fait plutôt, ça va être d'utiliser le même thumbstick, de pointer vers l'avant et d'avoir une cible qui apparaît au sol et ensuite de se téléporter, bouger d'un seul coup. Étonnamment, ça marche assez bien comme mode de fonctionnement, mais forcément, pour que nous, notre moteur sache quel est l'élément sur lequel il faut faire les tests de collision, entre guillemets, il faut lui donner le nom de ces objets 3D, ce qu'on appelle des mèches en 3D. Donc, il y en a un qui s'appelle Road One et l'autre s'appelle Herb 1. Donc, vous voyez déjà que c'est des Français qui ont fait la scène, parce que vous ne verrez pas de Herb 1, je pense, chez les Américains. Donc là, je lui ai dit en gros que Road One, c'est cet objet-là, en fait, si on essayait de regarder, et Herb, c'est cette partie-là. Donc là, je viens de lui dire ces deux objets, je veux que tu puisses les activer en mode VR. Donc maintenant, si je clique sur le bouton ici, vous voyez que je fais un double rendu de la scène, parce qu'en VR, on a une vision stéréoscopique, en fait, œil gauche, œil droit, avec un léger décalage pour donner l'impression de 3D. Bien sûr que maintenant, il faut que je puisse bouger à l'intérieur. Donc en fait, si vous installez une extension, vous pouvez chercher Chrome Extension WebXR. Vous allez avoir dans la partie ici des DevTools de Chrome ou de Edge, ça marche dans les deux, la possibilité d'avoir une section dédiée à WebXR. Donc vous voyez que en fait ici j'ai l'Oculus Quest qui a été chargé. Automatiquement, il m'a chargé les modèles de mes contrôleurs depuis le CDN de Babylon.js. Si je passe par exemple sur l'HTC Vive, on va voir que c'est, vous voyez, on reconnaît, là on ne voit pas très bien, mais on voit que c'est les contrôleurs du HTC Vive qui ont été chargés. Donc je vais repasser sur le Quest par exemple. Et là, du coup, je peux m'amuser à simuler les mouvements ici d'un de mes contrôleurs. Hop, ou, hop, je vais le relâcher, ou bien sûr du casque, vous voyez, de manière à me déplacer à l'intérieur de la scène. Donc, c'est un peu l'outil du pauvre, mais c'est déjà assez pratique pour tester en fait son code, parce qu'on peut aussi appuyer sur le bouton Select ici d'un des contrôleurs. Squeeze Button, c'est souvent le bouton pour pouvoir saisir des objets. Donc, c'est une première façon de débugger, de tester votre code. On va revenir sur la presse ici. Alors, bien sûr, ce qui est cool, c'est avec le casque HTC Vive ou Valve Index. Donc, moi, j'ai le Valve Index. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo du résultat dans un casque, dans un vrai casque. Donc, on voit ce que je vous disais. Je peux pointer sur le sol. Je peux orienter là où je vais regarder lorsque je vais atterrir sur cette zone-là. Donc, c'est un truc qui est assez classique en VR. Donc, je peux regarder à l'intérieur de la DeLorean. C'est assez sympa en VR parce que vous avez vraiment ce côté immersif, en fait, stéréoscopique, donc vous êtes vraiment isolé du monde et vous avez l'impression d'être, même si la scène est graphiquement relativement simple, c'est assez sympa. Là, on voit que grâce au fait que j'ai la partie Herb 1 qui avait été choisie dans les mèches, je peux aussi me téléporter sur cette zone-là. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi limiter les zones de téléportation. Et donc là, on voit bien que je suis dans la case de VR, puisqu'il est en train de me dire va pas plus loin, il y a le mur. Et donc voilà, en une ligne de code, en gros, j'ai la possibilité de me déplacer dans ma scène. Et j'ai aussi, vous avez vu, il y a un laser qui est activé au bout du contrôleur. Ce laser-là, en fait, si jamais je cible un élément qui peut recevoir des pointer events, donc vous savez, pointer event, c'est un agrégat de souris, touch, c'est déjà pas mal, et stylet. Côté Babylone, en fait, on a remappé ça dans une scène VR de manière à ce que si jamais vous créez une scène qui supporte en gros le click touch, en VR, le laser, lorsque vous avez visé ce même élément et que vous allez appuyer sur le trigger, ça va générer un pointer event. Donc tout ça, c'est déjà activé avec une ligne de code. Tout ça, c'est out of the box, quoi. Ouais, donc c'est vraiment la philosophie qu'on a voulu avoir avec Babylon.js depuis le début, c'est simplifier au maximum, prendre plein de choix pour vous, mais que vous puissiez avoir une expérience assez sympa. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions au fur et à mesure, parce que après, j'ai pas mal d'autres démos à vous montrer. J'en ai une où on va essayer de faire une démo live. Je ne garantis pas qu'elle marche, mais ça pourrait être rigolo d'essayer. Donc, vous voyez que j'ai une machine d'arcade derrière moi. Je suis un gros geek. J'adore les jeux vidéo. J'adore les jeux de plateforme, etc. Et donc, je m'étais dit, ça serait rigolo de pouvoir refaire une machine d'arcade en VR.
et de mettre un jeu que j'avais fait il y a longtemps, que j'avais porté depuis Xena, pour les plus vieux d'entre nous qui se souviennent. Je l'avais porté Xena vers HTML5 JavaScript. Et je voulais tester si c'était possible assez simplement de le porter. Donc, l'exemple de code que j'ai, il est ici. Donc, c'est un vieux jeu. Donc, pareil, sur le blog, vous le retrouverez. Hein. Donc, ça va me permettre de vérifier si vous allez avoir du son, d'ailleurs, de votre côté. Oui. Ah, vous avez du son, donc vous avez la chance d'entendre cette super musique. Donc là, c'est un jeu de plateforme, hein, tout bête. Hein. Je vais le mute, parce que sinon, ça va être vite chiant. Oui. Et du coup, c'est un canvas, un canvas 2D. Et bah, l'avantage de Babylon, c'est qu'on peut prendre n'importe quel, on va dire, canvas 2D et le rendre sur une texture qu'on appelle dynamique, de manière à pouvoir la projeter en 3D. Pourquoi c'est important de pouvoir faire ça? C'est que lorsque vous basculez dans le mode immersif en VR, c'est le canvas, l'élément canvas 3D, cette fois-ci WebGL, qui va être projeté dans le casque, et tout le reste de la page va disparaître. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des éléments HTML classiques et les rendre en VR. Tout va se passer dans l'univers 3D, donc d'où l'importance de rendre tout dans l'univers 3D. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris ce jeu-là. J'ai cherché un modèle sur Sketchfab. Alors, je vous conseille, lorsque vous êtes un peu en slip, parce que vous êtes nul en 3D comme moi pour créer de la 3D, Sketchfab, en fait, il y a pas mal de modèles disponibles. Donc, en cherchant un peu sur Sketchfab, je suis tombé sur ce modèle-là qui me plaisait bien, qui avait Pac-Man à l'origine. Donc, j'ai dégagé Pac-Man pour mettre autre chose à la place. En plus, je cherchais une machine d'arcade comme ça, moi, à l'origine, pour mettre chez moi. C'était un peu le rêve, mais je suis très contente de la mienne. Et du coup, ce que j'ai fait, alors si jamais vous galérez un peu pour positionner les objets, là on voit que j'ai ma machine d'arcade que j'ai importée. Et il suffit de récupérer le modèle sur Sketchfab et de l'importer dans Babylon, donc c'est compatible. Et on a ce qu'on appelle un inspecteur qui est assez pratique ici. C'est qu'on va voir tous les éléments de notre scène, en fait, c'est assez classique. Et là, j'ai mon élément Canvas 2D qui est ici, vous voyez, donc je peux l'effacer ou l'afficher. Et je me suis amusé à le positionner avec cet outil-là parce que vous avez des éléments pour facilement le bouger. Je le casserai après pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est assez pratique de positionner l'élément, puis ensuite d'aller voir les coordonnées et puis de les injecter dans votre code. C'est ce que j'ai fait. Et là, ensuite, si j'appuie sur la touche W, je crois, je peux jouer. Voilà, c'est un peu chaud, mais je peux jouer. Je vais couper le son à nouveau. Vous voyez, je peux jouer cette fois-ci en 3D à mon jeu sur ma borne d'arcade virtuelle. Bien sûr, l'étape d'après, ça consiste à juste activer ce que je vous ai montré, la ligne de code, là, le XR Experience Helper. Et du coup, je peux ensuite voir le jeu. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que je puisse mapper sur les contrôleurs le fait que j'ai bougé mon petit personnage. Donc ça, c'est une version étendue de la session. Je n'avais pas le temps d'expliquer ça dans la session d'origine. Mais ce que vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je supporte un gamepad, un contrôleur Xbox classique ou PlayStation. Et ensuite, j'ai un code spécifique qui récupère le helper que j'ai créé avant. Et on a bien sûr des méthodes supplémentaires pour le customiser. Là, ce que je lui dis, c'est lorsqu'il y a un nouveau contrôleur qui est disponible, si jamais c'est le contrôleur gauche, tu vas récupérer en fait les valeurs du thumbstick. Et puis, du coup, j'ai mis des seuils. Si jamais ça se déplace au-dessus d'une certaine valeur, je vais aller à droite, à gauche, etc. Et c'est la manière dont je vais pouvoir faire bouger mon personnage. Et sur le contrôleur de droite, si jamais j'appuie sur un des boutons, je le fais sauter, quoi. Donc, assez simple à mettre en place. Et ce que ça donne, du coup, en version immersive, ça donne cette vidéo. On va me voir, moi, passer dans le casque. Donc là, je joue d'abord la manette. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton pour passer en immersif, ça va basculer dans Steam VR. Donc là, j'ai un retour vidéo de Steam VR, si vous voulez. Putain, t'as un drone dans ton bureau qui te... Ouais, j'ai un drone qui me filme. C'est fou, hein? C'est fou. C'est mon assistante magique, ça, Christina. Qui en a marre de mes conneries.
Et là, bon, vous voyez, je peux jouer en VR, vous voyez, avec mes deux contrôleurs à l'intérieur. Je vais baisser le son. Et ouais, j'ai trouvé ça trop cool, moi. J'ai trouvé ça rigolo et ça marche assez bien. Et j'ai la même version, ça fonctionne aussi sur l'Oculus Quest 2 de la même manière. Le seul truc que j'ai découvert, là, je vous partage ça, c'est que euh, pour ceux qui connaissent, pour faire les boucles d'animation, en fait, dans le Canvas 2T, on utilise ce qu'on appelle Request Animation Frame, qui en gros demande au navigateur rappelle-moi lorsque tu es disponible et pour essayer de tourner à 60 images secondes ou à 240 images secondes sur le moniteur que j'ai ici en face de moi. Et bah, il se trouvait que tous les navigateurs en VR ne le supportent pas de la même façon. Sur PC, c'est toujours rappelé, donc du coup, mon Canvas 2D était bien mis à jour. Sur Oculus Quest, il ne l'appelait pas, donc mon jeu était figé. Et Oculus Quest, a priori, supporte bien la spécification. Donc il faut juste faire attention à ça. Mais moi, j'ai un cas un peu spécial. Je porte un jeu 2D en 3D. A priori, il n'y a pas beaucoup de gens à qui ça arrivera. Mais je l'explique un peu dans l'article. L'étape d'après, c'est j'aime faire de la musique aussi et je voulais tester, faire un petit peu. À l'origine, le concept, ce que je voulais faire, c'était un Simon, un jeu de Simon. Vous connaissez le Simon là, avec les 4 couleurs là, tut. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais commencé à expérimenter avec des couleurs comme ça sur chacun des éléments pour d'abord jouer de la musique, parce que moi je voulais jouer à la musique sur un piano en 360, et ensuite je voulais, je l'ai pas terminé mon expérience, hein, comme tout le monde, mes expériences du soir et du week-end sont limitées, mais je voulais ensuite rejouer des séquences pour forcer les gens à rejouer dans le menor comme un Simon et utiliser des sons spatialisés pour les aider à retrouver la note qui a été jouée, mais aussi des indicateurs visuels. Donc ça, c'était une ancienne version que j'avais fait. J'ai le code qui est ici. Vous voyez, je l'ai changé les couleurs parce que je trouvais ça pas beau finalement. Donc j'ai fini par faire un piano noir et blanc, mais j'ai gardé les couleurs quand j'appuie sur une touche. Vous voyez, là, on voit que c'est le jaune qui est utilisé. Ce que je fais, en fait, c'est que je prends avec Web Audio le signal sonore et je récupère en fait les fréquences, vous savez, pour pouvoir animer un ruban en 3D, on le voit ici. Donc ça correspond à l'analyse du son en temps réel. Et j'ai samplé des sons que j'ai dans ma banque de sons pour faire ça. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc, et une fois que ça marche aux souris, vous voyez, ou touch, si mon écran n'est pas touch, ça veut dire qu'en VR, je vais pouvoir tout simplement viser avec mon contrôleur le laser et appuyer et activer les notes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ce coup-ci, je suis dans l'Oculus Quest 2 pour varier un petit peu, pour vous montrer que ça marche partout. Avec toujours la même assistante drone qui me filme, du coup. Ouais, c'est l'ancienne version, j'aimais moins bien, moi, perso. Mais... Alors, j'ai imaginé cette musique pour un truc un peu de sci-fi, je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas Moi, ce ça que vous pourrait en marcher, pensez. ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et donc, bon, vous voyez, c'est assez rigolo. J'ai mes contrôleurs du Quest qui sont bien affichés, vous voyez. Et bon, j'étais feignant. Normalement, la version d'origine que je voulais faire, c'était plutôt que de prendre les contrôleurs, remplacer les contrôleurs par des baguettes et taper dessus un peu comme un xylophone ou des trucs comme ça. Donc, pour pouvoir le faire, il faudrait que tout simplement que je remplace le modèle des contrôleurs par 2 baguettes et que je fasse des tests de collision en fait au moment où ma baguette touche l'élément et que ça active le son, quoi. Mais vous Est-ce que voyez que Jean-Michel t'a contacté pour éventuellement un concert ou pas? j'avais fait Jean-Michel Jarre un coding for Oui, fun oui. comme ça où je coupais ouais. les. Il faudrait que je le reporte en WebXR parce que j'étais invité à une conférence pour faire des fadas comme moi qui font des conférences là-dessus, donc je le porte. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire. Ensuite, j'ai voulu le tester dans le HoloLens en fait. Et donc le HoloLens 2, j'ai une version un peu simplifiée pour le HoloLens 2. Ce qui se passe, si vous n'avez jamais fait de HoloLens 2, c'est pareil quand vous faites de Unity. Si jamais vous prenez une texture qui est en noir absolu, hein, donc ici, comme on le voit ici, le HoloLens va remplacer tout ce qui est noir par ce que vous voyez autour de vous. Donc en La fait, il va réalité, faire ouais. la réalité exactement. Donc ça vous permet de voir à travers. Donc là, ça va me permettre d'avoir finalement une expérience de VR, mais un petit peu comme si j'avais un hologramme autour de moi. C'est pas vraiment de l'AR, mais c'est un peu de la triche. Et donc ce que j'ai fait, c'est juste simplifier l'expérience pour enlever le dôme qu'on voit ici. Et du coup, ça donne ça dans le HoloLens. C'est assez rigolo.
Voilà, donc là, on voit que j'ai Microsoft Edge, donc basé sur Chromium aussi, qui supporte aussi WebXR sur HoloLens 2. C'est pour ça que ça ne marche pas sur HoloLens 1, c'est l'ancien Edge qui ne supportait pas WebXR. Et donc, du coup, j'ai la même démo qui est ici. Donc, je commence en mode 2D, on va dire. Vous voyez, quand je tape avec mes doigts, ça marche déjà. Et ensuite, j'active la version immersive. Et là, j'ai bien le piano autour de moi et je vais pouvoir... Alors, les mains sont traquées hein, sur le HoloLens, du coup. Et je vais pouvoir, en tapant, tout simplement activer le laser et faire les notes et me planter sur les notes, d'ailleurs. Voilà, c'était fait exprès. Oui, je tape dessus en disant « t'es con, c'était bien cette note-là ». Donc, super simple, le même code a pu être porté d'un environnement à l'autre sur le HoloLens 2 qui supporte aussi WebXR. Alors, il y a peu de démos en fait. Moi, il y a des gens de Google qui m'avaient contacté parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens déjà qui ont le HoloLens 2 et pas beaucoup de gens qui font du web dessus. Juste pour vous dire que bah, ça marche relativement bien. Bien sûr, les perfs du HoloLens 2, c'est un mobile, hein, le GPU dedans un petit peu, donc il faut faire attention à ce qu'on fait dedans. Vivement le HoloLens 3 du coup. On va passer directement au 8, j'ai cru comprendre. Ce sera basé sur un processeur quantique holographique. Donc, on a cette démo-là qui est assez sympa. Si jamais vous voulez l'utiliser à la maison, bah, il faudra aller sur mon blog. Mais l'URL, elle est assez simple. C'est ak.ms orb démo AR, comme on peut le voir ici. Et en fait, ce que fait cette démo, c'est la première démo d'AR de la session. Jusqu'à présent, on a vu de la VR. Cette fois-ci, on va utiliser un scanning de la pièce, donc qui est fait par AirCore sur Android, du coup. Et du coup, il y a un mapping qui est fait entre la partie native de l'Android et WebXR qui va nous donner des informations en leur utilisant leur modèle de deep learning ou leurs éventuels sensors, vous savez, les caméras qui permettent d'utiliser les lasers un peu comme sur iPhone là, pour vous donner la profondeur. Ça va redonner ces informations au navigateur et vous, nous, on l'a mappé par-dessus Babylone, bien sûr, sur l'API, et on va lui dire, bah, j'ai envie que tu puisses mapper le sol qui est autour de moi pour pouvoir afficher un objet, traquer un objet dessus. Donc, une fois qu'il va traquer en fait votre sol, vous allez pouvoir mettre un objet et bah, ça fait de la vraie réalité augmentée avec le téléphone aujourd'hui. Donc, si on regarde le résultat sur mon smartphone, et vous pouvez le tester à la maison sur un smartphone Android assez récent, c'est assez rigolo à faire. Et ensuite, vous pouvez le hacker pour faire votre propre démo. Donc, en fait, j'ai déjà fait la séquence où il identifie le sol. Il y a une première partie, quand vous lancez la démo, il essaye d'identifier le sol chez vous. Donc, bah, vous savez comment ça se passe. Vous scannez votre téléphone un peu partout et puis il va finir par découvrir le sol. Vous cliquez pour pouvoir placer l'objet. Et cet objet en question, en fait, c'est assez rigolo. C'est que c'est un orbe, c'est un truc magique qui envoie des particules, vous savez, dans tous les sens. Et c'est assez sympa, c'est à le voir comme ça dans le téléphone. Ça rend vraiment bien. Donc ça, c'est une vidéo qui est rendue sur mon Samsung S8, qui est avec une simple page web. Donc moi, je trouve ça assez fou, assez sympa, ce qu'on peut faire avec la technologie. Alors, j'ai testé la même démo avec le HoloLens, en me disant, putain, ça va être encore plus cool d'être dans le HoloLens parce que je serai complètement immergé. Ça rend moins bien quelque part lié à au field of view, Ouais. l'angle de vue. Ça fonctionne, hein, mais du coup, sur le téléphone, c'est vraiment complètement plein comme on le voit ici, donc ça fait vraiment un côté magique. Là, du coup, c'est comme si c'était un peu scanné parce que vous savez, les expériences sur HoloLens, il faut prendre en compte cette limitation d'angle de vue pour créer l'expérience correcte. Il y a plein de gens qui font des trucs super, mais là, du coup, j'étais un peu déçu quand je l'ai testé, mais ça fonctionne bien. Je vais mettre le lien dans le fil. Donc, la partie plus sérieuse, et là, on va essayer de faire une démo rigolote. Donc, bah, la partie e-commerce. Donc, on a un article sur le site de Babylone qui est ici. Donc, on est sur Medium, babylonejs.medium.com, qui montre en fait comment utiliser ce que je viens de vous montrer pour placer des objets en 3D. Donc, il y a une vidéo où il le teste. À nouveau, il y a le lien vers la démo dans cet article-là. Il est ici, là. Et donc, si on regarde le résultat, bah, c'est assez simple. Là, c'est chez Thomas Lucchini, il me semble, qui travaille dans l'équipe Babylone désormais, où il place une chaise dans son salon
Et il peut éventuellement changer la couleur entre rouge ou vert. Donc, on voit typiquement les scénarios classiques d'e-commerce, Ikea ou n'importe qui. Vous placez l'objet dans votre salon, vous décidez de discuter avec votre femme ou votre famille si ça vous convient, et puis vous pouvez valider de cette manière-là l'achat ou pas, quoi. Donc ça, c'est un des scénarios, un des premiers scénarios, on va dire, de production, d'utilisation de la techno WebXR. Et on l'a déjà en prod dans des produits, je vous montrerai ça à la fin. Là, c'est mon moment pub pour dire à mon chef, j'étais voir les copains de DevApps, mais je leur ai parlé de mon boulot principal. Je justifie. Je le justifie, mais c'est en fait, j'ai été invité à plein de conférences suite à cette démo, hein, et je vais vous montrer pourquoi. Moi, je m'occupe donc du coup d'Azure Communication Services, c'est le service qui utilise l'infrastructure de Teams pour vous permettre, avec un SDK, d'inclure dans vos propres apps, qu'elles soient web, .NET, Java, iOS ou Android, la possibilité d'utiliser l'infrastructure de Teams, mais pour faire des conférences audio-vidéo dans votre propre app. Excusez-moi. Ou alors du chat, ou envoyer des SMS. Une des fonctionnalités qui rigolote aussi d'ACS, c'est la possibilité de joindre une réunion Team existante. Comme c'est la même infrastructure, on pourrait imaginer il y a des scénarios de clients avec lesquels on travaille. Vous avez par exemple la télémédecine, donc vous êtes en train de, vous êtes médecin, vous avez Teams en tant que médecin pour travailler tous les jours, et vous avez un patient qui lui va se connecter sur votre site, votre page web ou n'importe quelle app, qui va utiliser ACS, et plutôt que d'utiliser une app différente pour discuter ensemble, vous allez pouvoir rester dans Teams et on va pouvoir vous joindre. Donc, moi, je voulais pouvoir hacker un peu, voir où est-ce que je pouvais aller avec cette technologie-là. Donc, j'ai commencé par faire cette petite démo, en fait, dans Babylone. Donc, ça, c'est un musée. Et mon objectif, c'était de me dire, ce serait cool de pouvoir visiter, donc là, c'est un musée, mais ce serait peut-être une maison, vous savez, pour de l'immobilier, de visiter un achat immobilier avec le vendeur à distance. Donc là, on pourrait imaginer que je visite ce musée-là, que d'un seul coup, je suis un peu paumé, j'ai des questions, j'appuie sur le bouton Call. Donc là, c'est une simulation, hein. J'affiche une vidéo là-dedans. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je peux faire Hang Up. Dans le code aussi, ce que j'ai fait, c'est là, si j'appuie sur la vidéo Call et que j'ai la vidéo qui s'affiche, si j'appuie sur un bouton, ça va s'afficher sur le contrôleur comme si c'était sur mon poignet. Donc, ce code-là, et c'est ce qu'il fait ici. Donc là, j'ai pu valider que ça fonctionnait. Et après, j'ai plus qu'à connecter en fait avec ACS mon code. Alors là, on va essayer de faire une démo. Je ne vous garantis pas que ça fonctionne. C'est qu'on va essayer de se connecter à ce meeting-là. Donc, vous voyez là, j'ai meeting info dans le meeting que, d'après ce que j'ai compris, Richard a créé. Je vais copier le lien ici. Hop. Je vais le remettre ici. Là, j'ai ma page de démo. Donc, vous voyez, j'ai la même scène qui est ici, à nouveau. Hop. Je suis connecté sur Azure Communication Services avec un identifiant à moi. J'ai une autre webcam, parce que du coup, il faut plusieurs webcams quand on fait ce genre de truc. Et je vais essayer de mettre le lien ici du call team sur lequel on est. Je vais appeler. On voit qu'il essaie de se connecter. Oui, on a. Alors voilà. Oui. On va mute. Effectivement, on a un nouvel invité dans la réunion. Et donc, je suis dedans. Hop. Et donc, on voit bien que la scène 3D est streamée dans Teams. Alors, c'est plus ou moins fluide en fonction de la connexion. Là, mon serveur, il est aux États-Unis. Et là, il prend la dernière personne qui parle pour le projeter à l'intérieur de la scène 3D en utilisant une texture dynamique. Donc là, je peux raccrocher. Et voilà, je suis parti du call. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne depuis l'univers 3D. Et bien sûr, coup de chance, la démo fonctionne bien. J'avais toute confiance dans mon code. Donc, vous pouvez retrouver la démo si vous voulez sur mon GitHub aussi. Il est ici, GitHub d'Avrous, c'est ACS Auth, et j'explique les étapes par étape pour déployer le sample si ça vous intéresse. Mais ce qui était cool ensuite, c'est de basculer en VR. Donc, c'est là où j'ai la vidéo avec ma chérie, à nouveau, qui est mon assistante préférée. Donc, ça donne ça en VR. C'est assez sympa à faire.
So hello, I am in this virtual museum. Donc je vais me doubler. Donc là, en fait, en gros, on voit bien que je suis en VR. J'ai bien le même téléportation que je vous ai montré au démarrage. Et en fait, je suis en train d'expliquer, imaginons que je suis un peu paumé, ce que je viens de vous dire, je vais appeler quelqu'un. Donc, c'est vraiment la même démo que je viens de vous faire. Elle, Christina, elle est dans une vraie session Teams pendant ce temps-là. Donc, je vais l'appeler, une fois que j'aurai fini de raconter ma vie, je vais appuyer sur le bouton Call. Et c'est ce que je vous expliquais, l'avantage de Babylone, c'est que ce bouton-là, en fait, il marche à la souris. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai cliqué à la souris, donc il va marcher avec mon contrôleur. Je vais pouvoir appuyer avec mon laser et l'activer. Donc mon code, finalement, en VR est pas différent, quoi. Là, on voit que de l'autre côté, elle a quelqu'un dans le lobby, donc elle m'accepte. Elle va être projetée à nouveau, comme on vient de le voir ici, dans la scène 3D. Voilà, donc... Et ensuite, je vais commencer à lui dire, est-ce qu'on peut acheter un truc ensemble? Est-ce qu'il y a un truc qui t'intéresse dans le musée? Elle va me dire, ah, tu devrais aller dans la pièce là-bas, quoi. Donc, il y a Epscale, elle voit du coup mon retour vidéo. Donc, elle me dit, ce serait sympa d'aller dans la pièce là-bas, etc. OK. Et donc, je lui dis, le mieux, peut-être, c'est que je te transporte avec moi et vous allez voir. J'ai trouvé ça rigolo, moi, ça m'a fait marrer. Le mettre sur mon contrôleur. Du coup, j'ai un peu Christina tout le temps avec moi, comme je me déplace dans la scène 3D. Et c'est assez pratique. C'est un scénario, je pense, qu'on pourrait assez facilement mapper à de la visite virtuelle, en fait, ou immobilier, où là, vous auriez Christina qui est plus jolie que n'importe quel agent immobilier, je pense. Mais donc, elle n'est pas disponible pour tous les calls VR, malheureusement, si vous voulez l'utiliser. Et donc là, voilà, on faisait la blague de est-ce qu'on achète le truc ensemble. En fait, ça, on l'avait totalement improvisé. Je lui dis, ça t'intéresse? Elle me dit, ah, je vois qu'il est écrit 2009. Elle pensait que c'était le prix, mais en fait, c'est pas le prix, c'est l'année. Et donc, ça prouvait bien que le fait d'avoir le retour visuel comme ça nous permettait d'avoir une interaction dans ce qu'on peut appeler un métaverse ici. Donc, c'était rigolo. Donc, dans les autres, je termine là-dessus, dans les autres produits, on l'utilise. SharePoint Spaces utilise Babylon, en fait, pour avoir un rendu VR aujourd'hui, s'il y en a qui connaissent. On l'utilise dans Power Apps. Alors, Power Apps utilise Babylon, la partie native, l'équivalent de React Native pour ceux qui connaissent, pour faire de l'AR. Donc, c'est utilisé aujourd'hui dans Power Apps pour exactement le même scénario que je vous ai montré tout à l'heure avec le siège. Et également pour pouvoir, vous savez, mesurer, ça c'est une application assez classique en AR pour mesurer en fait dans des travaux avec votre téléphone, quoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jouer avec notre implémentation. Vous avez des contrôles dédiés, puisque je vous ai dit qu'on ne peut pas prendre des éléments HTML et les projeter dans la VR. Donc, on a refait toute une librairie en 2D et 3D pour pouvoir interagir avec en VR. Et en fait, c'était la dernière démo ou vidéo, on a l'arrivée de ce fameux MR Ticket. Je vais couper le son, qui vous permet d'avoir des contrôles un peu avancés disponibles en VR. Donc, vous voyez, là, vous pouvez prendre un élément, le resizer un peu pour... Enfin, si ceux qui ont déjà testé le Windows Mixed Reality ou HoloLens, c'est des contrôles qui viennent des mêmes équipes qu'ils ont porté, vous avez vu, avec les holographic buttons du monde HoloLens et Unity pour que ça fonctionne aussi dans Babylone. Parce que ça, à nouveau, on en parlait tout à l'heure, se repalucher tous les contrôles à la main, c'est vite gonflant. Donc, c'est des choses qu'on fait pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer de mon côté. Ah bah écoute, c'était bien complet. Alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure un petit peu de Windows Mixed Reality. Là, je pense, c'en est où? Est-ce que c'est toujours un petit peu, enfin c'est supporté, ça continue à évoluer ou? Ensuite, moi, ça fait un moment que je crois que tu discutes avec plutôt Vanessa qui est dans les équipes. Ouais. Je connais pas du tout la stratégie aujourd'hui de l'avenir des casques. Ça marche toujours, c'est-à-dire que les démos que je vous ai montrées là, avec mon Valve Index, fonctionnent aussi avec un casque Windows Mixed Reality comme le HP Reverb ou ce genre de casque. On a eu Flight Simulator aussi, ce qui a été porté en VR. Donc, il y a toujours une activité VR chez Microsoft qui est dans la division HoloLens. Mais c'est vrai que je suis un peu éloigné de tout ça pour te donner des infos sur roadmap, où ils en sont ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'avec de l'AR avec son téléphone, c'est vrai que là, on peut avoir un vrai débouché, quoi.
Ouais, bah, c'est immédiatement utilisable en fait. C'est pour ça que les Ouais. gens sont intéressés par ce scénario-là, c'est que tout le monde a un smartphone. Alors, iPhone, il supporte pas encore WebXR, mais il y a des fuites comme quoi apparemment ils seraient en train de travailler dessus. Et comme il y a des fuites, ils sont en train de travailler aussi sur leurs lunettes, vous savez. Donc peut-être ils laisseraient ouvert la porte à des développements web pour que ça puisse fonctionner sur tous les périphériques. Mais aujourd'hui, pour que ça marche, faut que ça marche sur un Android et il faut un navigateur Chromium. Il se trouve que Chromium, pour le bien ou le mal du web, je ne sais pas, c'est partout maintenant, hein. Firefox, les parts de marché sont quand même vachement réduites. Donc Chromium, c'est plus vraiment un problème, mais c'est que Android, on va dire, aujourd'hui. Et les caractéristiques des Android, il faut des caméras spéciales, tu parlais tout à l'heure, et du coup, on n'a Non, pas non, là, tu vois, là, celui-là, par exemple, il a juste une caméra RVB, il n'a pas de capteur de profondeur Ouais. dédié. Et leur modèle, en fait, AirCore s'adapte en fonction des capacités. Soit il détecte que c'est juste du RVB, et tu sais, il y a un modèle de deep learning qui en déduit la géométrie. Soit il est aidé, comme sur mon iPhone, par un capteur de profondeur. Et du coup, bah, ça va être l'expérience sera meilleure. C'est des fois, ça gigote un petit peu, tu sais, en fonction de la pièce. Ou le niveau de contraste. D'accord. Ok, bah, super. Il y a quelqu'un qui avait une remarque ou une question à poser? Ou, David, pendant qu'on l'a encore pendant 2 minutes? Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup David pour cette Avec présentation plaisir. en français. Vous pouvez aller sur mon blog, du coup, je peux mettre le lien. J'ai mis le lien déjà. Ah, ok, Donc, ok. ouais, donc, Comme ça, si vous voulez rejouer avec les démos, regardez le code source un peu plus posément et hacker les démos, nous engueuler sur le support de Babylone, n'hésitez pas. c'est vrai que moi j'avais joué un petit peu avec Babylon.js et c'est vrai qu'on peut faire des trucs assez rapidement et assez simplement, quoi. Ouais, c'était le but. Bah, Ouais. merci à tous pour vos commentaires. Là, ça fait plaisir. Et puis, ça fait du bien de parler français parce que là, je vais switcher en anglais bientôt avec les Américains qui se réveillent. Bien, bah écoutez, bah merci à tous. Juste une petite remarque. Aujourd'hui, c'était notre 70e meet-up. Alors, je me suis amusé à regarder. D'ailleurs, le premier meet-up, à part l'épisode 0, c'était toi qui étais déjà l'invité, David. Ah ouais? Ah bon? Oui. Finalement, Et Le but. alors, on a oublié récemment, mais ça fait 2 ans et 2 mois, et 1 mois, pardon. On a oublié de fêter les 2 ans le 25 mars dernier, qu'on a lancé les meet-ups. Donc voilà, bah, merci à vous d'être toujours présents. Et la semaine prochaine et les semaines qui viennent, c'est Christophe et Adrien qui vont prendre le relais sur l'animation des meet-ups. Et sur ce, bah, écoutez, bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, merci David. My Merci, pleasure. David.